Bienvenue dans le Club Action. Quelle place pour les produits structurés dans son patrimoine? Un sujet que nous allons aborder ensemble et nous avons le plaisir de recevoir pour cela Jérémy Sayada, Managing Director chez Kepler Chevreux. Bonjour Jérémy Sayada. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, produits structurés, ça peut faire peur à ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et justement, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, on peut commencer par un peu de pédagogie. Qu'est-ce que c'est qu'un produit structuré ? Alors, c'est une question déjà assez technique. D'accord, ok. Mais alors, comment est-ce qu'on simplifie la définition d'un produit structuré ? Finalement, si on veut définir ça de manière assez simple, un produit structuré est un produit de placement financier de type obligataire ou action, d'ailleurs, parce qu'on peut choisir finalement son niveau de risque en fonction du cahier de charge de son client. Et l'idée d'un produit structuré, finalement, c'est de définir en amont un cahier de charge et une stratégie d'investissement qui va permettre ensuite en fonction des scénarios de marché, d'obtenir une rentabilité plus ou moins élevée. Alors, si on essaie de rendre ça un peu plus concret, un peu plus tangible, vous nous avez dit ou action ou obligation, c'est forcément l'un ou l'autre, ça ne peut pas être les deux à la fois, le côté structuré justement ? Bien sûr, en fait, tout produit structuré part d'un produit obligataire. D'accord. Il faut bien le rappeler, c'est d'abord une dette obligataire émise par des banques d'investissement sur lequel on va s'appuyer. Et ensuite, on va définir le risque de la partie dite optionnelle, donc de la stratégie, qui peut avoir un risque zéro, c'est-à-dire sans risque en capital, ou un risque plus élevé, adossé ou indexé, soit sur du marché action, soit du marché de taux, soit du marché de l'inflation. Finalement, le produit structuré peut être défini sur tout type de classe d'actifs finalement investissables aujourd'hui. Alors, je vais essayer de résumer avec une image et vous me dites si l'image correspond à la réalité ou pas. Si on prend une brique de Lego, c'est la brique obligation. Donc ça, c'est, mettons quoi, 80% finalement du produit structuré. Et on va mettre par-dessus 20%, deuxième brique de Lego, de produits plus ou moins risqués selon le profil d'investisseur, qui va être indexé sur un sous-jacent. Et c'est là, en fait, où on va aller chercher une performance. Exactement. Et donc, en fait, la première brique va être la garantie du capital à 80%, parce que obligation, et donc, il y a des obligations risquées, mais j'imagine que ce n'est pas celle que vous allez choisir sur la première partie. Pas naturellement. Et deuxième brique, où on va aller chercher de la performance sur un sous-jacent, avec évidemment plus de risques sur cette deuxième partie. Les sous-jacents, vous les avez évoqués rapidement, ça peut être tout. C'est le danger finalement de cette classe d'actifs, mais aussi sa force. C'est vrai qu'on peut travailler sur tout type de sous-jacents, que ce soit des OPCVM, que ce soit du marché du crédit, que ce soit du marché obligataire, du marché action, de l'inflation, du taux d'intérêt. Vraiment, la famille des produits structurés permet une grande liberté d'expression et de vraiment définir en fonction des besoins et du cahier de charge, parce que les clients sont très diversifiés également en termes de typologie d'investisseurs. Et donc finalement, de s'adapter à tout type d'environnement, à tout type de conviction de marché à un instant T. Alors, vous nous donnez beaucoup de possibilités en fonction des clients. Comment ça fonctionne chez Kepler Chevreux ? Vous construisez des produits structurés et vous les proposez à des clients, ou on vient vous voir en vous disant « j'ai tel profil d'investisseur ». Est-ce que vous auriez un produit qui correspondrait à cette façon de faire ? Et en même temps, j'aime bien l'inflation, donc si on pouvait être indexé sur l'inflation, ça m'intéresserait pas mal. Alors nous, on fait vraiment 98% de notre activité aujourd'hui, c'est du sur-mesure. Donc c'est vraiment de s'adapter à un cahier de charge d'un client qui peut être retail, lorsqu'on travaille à travers des CGPI ou des banques privées, ou même institutionnel, puisqu'aujourd'hui chez Kepler Chevreux Solutions, on travaille avec tout type de clientèle professionnelle. On fait que du B2B par contre en direct. Et là, vous avez vraiment des institutionnels qu'on a cités juste avant, de la mutuelle, de l'assureur, de l'institut de prévoyance, des caisses de retraite. Enfin vraiment, ça peut être extrêmement diversifié et chacun finalement a son profil d'investissement et donc un cahier de charge qui peut être défini. À ça, il faut quand même ajouter évidemment des idées qu'on construit, qu'on réfléchit. On ne vient pas les mains vides. Et donc on travaille avec nos clients à travers des convictions, puisque Kepler Chevreux, pour rappel, on est une société de recherche. On s'est équipé aujourd'hui d'une équipe d'ingénierie qui représente un tiers de nos effectifs. Donc vraiment, la créativité, l'adaptabilité à nos clients, c'est vraiment parmi nos valeurs les plus importantes aujourd'hui dans la construction de notre portefeuille. Et donc nos clients viennent nous chercher, je pense aussi pour ce savoir-faire-là. Et donc finalement, on travaille avec eux pour définir des produits qui peuvent répondre à leurs attentes. Ce savoir-faire dont vous parlez, c'est la recherche. Alors c'est vrai que vous avez quoi, une centaine de personnes, Maison Group est une maison de recherche qui est créée depuis 1997, donc elle a quand même une certaine histoire dans le marché. C'est le premier broker action en Europe. Et donc c'est vrai qu'on est une maison qui va analyser des sociétés, si je veux rester très très simple. Donc on va parler de Total par exemple. Kepler va analyser la stratégie de Total, ses forces, ses faiblesses, et va définir ce qu'on appelle de l'achat, de la vente, des recommandations, et donc d'une analyse qui derrière va être distribuée à des institutionnels. D'accord.
Et donc ensuite, on est une maison ça peut servir pour les produits structurés. C'est plus que ça. Nous, l'idée de notre modèle aujourd'hui, je pense que c'est une de nos différences, c'est qu'on a voulu vraiment changer un peu ce qui a pu être pratiqué dans les produits structurés dans le passé et de se servir de cette recherche-là comme point de départ de tout. C'est-à-dire que vraiment, pour nous, un bon produit structuré doit partir d'un bon sous-jacent. Et donc un bon sous-jacent derrière, peu importe finalement la formule, si vous avez choisi le mauvais sous-jacent, malheureusement, ça peut mal se passer. Produits structurés, donc si je comprends bien, ce n'est pas forcément des produits risqués. Enfin, il y a une part de risque, mais en fait, on vient pondérer ce risque. C'est pas comme ce qu'on pourrait appeler des produits dérivés ou autres. Là, on n'a pas de dérivés. Ça peut être vu comme des dérivés, parce qu'il y a une partie optionnelle. On utilise des options pour créer ces produits-là. D'accord. Après, donc il y a un facteur temps alors aussi. Il y a un facteur temps, bien sûr. Donc la maturité fait partie du cahier des charges. D'accord. Il faut savoir que c'est du buy and hold essentiellement, donc la plupart du temps. Maintenant, c'est vrai qu'un produit structuré, quand j'aime bien remettre ça avec le SRI, donc du marché, le fameux risque que vous pouvez retrouver dans vos KID et dans les documents finalement à mettre à disposition des clients en retail, vous pouvez travailler du SRI de niveau 1, qui peut être l'équivalent du fonds euro, à un SRI de niveau 7. Donc vous avez vraiment cette panel de solutions qui existe. Et donc en fonction de ce que souhaite faire le client avec cette classe d'actifs-là, d'ailleurs il peut l'utiliser dans différents niveau de son risque et dans différents niveaux de son allocation, puisque finalement ce ne sont pas forcément les mêmes produits, vous pouvez avoir une grande diversité de produits structurés qui peut s'adapter en fonction de ces risques-là. Mais ça, Jérémy, est-ce que les CGP le comprennent bien? Parce que c'est vrai que ça reste quand même très sophistiqué comme produit. Je pense que si on existe, c'est aussi pour ces raisons-là. Effectivement, à l'image du marché action, vous allez passer par des gérants actions. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se voir comme des gérants de produits structurés finalement. On a cette technicité-là. Moi-même, ayant fait une école d'ingénieur, je suis passé par la case ingénierie avant de passer par la case conseil et front et client. Et donc, si vous voulez, l'idée de notre modèle, c'est vraiment d'avoir mis un maximum de moyens autour des produits structurés pour que ces produits structurés fonctionnent et fonctionnent dans le temps. Alors aujourd'hui, on est dans un environnement de marché et économique qui est ce qu'il est. Les taux obligataires d'État sont particulièrement bas. Il y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés actions, mais en même temps, on est sur des niveaux qui sont au plus haut. Est-ce qu'on vous demande de construire différemment les produits structurés aujourd'hui qu'avant la pandémie? Alors, peut-être plus ancien que la pandémie, parce que la pandémie, finalement, les taux étaient déjà très bas. Les taux étaient déjà bas, effectivement, mais il y avait un peu moins d'incertitude. Exactement. Nous, ça va faire 10 ans qu'on a lancé, d'ailleurs, on fête notre anniversaire cette année pour notre 10e anniversaire, donc on est là depuis un moment. Donc c'est vrai qu'on a connu l'après-crise de 2008, et les taux étaient extrêmement hauts. Moi, je me souviens de produits à capital garanti, sur une maturité d'échéance 5 ans, qui donnent du taux garanti à 4%. Donc on est ça vraiment... n'existe plus, on est d'accord. Si ça existe, c'est qu'il y a un problème. D'accord, voilà, il faut se poser des questions à ce moment-là, dans l'autre sens. Mais oui, effectivement, donc on n'est plus dans ce registre-là. Donc le niveau de risque, il est différent. Le marché peut être vu comme un marché haut. Alors je crois que c'est le débat juste après, mais voilà, il faut faire de la sélection, il faut détecter des opportunités et il faut aussi à un moment donné s'adapter à son environnement. Donc effectivement, les produits structurés étaient, j'aime bien dire ça, c'était un élève moyen finalement dans un environnement de marché, puisque vous aviez ces taux garantis, ces fonds euros qui permettaient d'avoir une rentabilité suffisante finalement pour gérer son patrimoine long terme. Aujourd'hui, le produit structuré, je trouve que c'est une classe d'actifs qui n'a pas forcément amélioré ses structures, puisqu'elle a subi ces conditions-là, mais c'est vrai qu'elle est finalement devenue un bon élève par rapport à son environnement, puisqu'effectivement, délivrer aujourd'hui du 5, du 6 ou du 7% de rendement par an, c'est pas si évident si on veut prendre un risque, en tout cas limité et identifié. Je reviens sur la question de Laura sur votre rapport du coup au CGP et du coup le rapport des CGP à l'épargnant quand il doit expliquer ses produits. Aujourd'hui, un CGP, il peut très bien dire vous avez 1 000 euros à placer ou 10 000 euros à placer, je vais en prendre 80%, je vais vous les mettre sur un fonds en euros, vous en faites pas, vous connaissez déjà. Et puis c'est garanti. Et puis les 20% restants, je vais les mettre sur tel fonds parce que je travaille avec tel gérant et je les connais et vous aurez la performance supplémentaire. Qu'est-ce que vous leur répondez? Parce que finalement, en fait, c'est la même chose, mais au sein d'un même produit avec une complexité supplémentaire. Comment est-ce que vous existez dans cet environnement-là? Par rapport à son allocation, vous voulez dire? Par rapport à son allocation et pour expliquer à l'épargnant l'intérêt du produit structuré par rapport à ce qui existe déjà. Moi, le premier point de départ, et c'est un peu classique, on va dire, mais j'aime bien parler de diversification. C'est-à-dire que si vous faites 80% de fonds euros et 20% de produits structurés, il faut l'assumer. C'est-à-dire qu'en soi, vous n'avez pas vraiment diversifié votre allocation. 80% de fonds euros, c'est peut-être un peu beaucoup aujourd'hui, mais... Bien sûr, mais ça dépend du profil, ça dépend du profil. Et c'est vrai que là-dessus, c'est le point de départ de tout, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre allocation. Vous avez des clients qui souhaitent un rendement de 7, mais j'ai des clients qui souhaitent du 20%, j'ai des clients qui cherchent
avec des produits structurés, des produits qui vont se surindexer au marché action, par exemple. C'est des choses qui existent dans notre classe d'actifs. On a même des produits aujourd'hui d'allocation d'actifs, c'est-à-dire qu'on peut aller assez loin finalement dans l'approche directionnelle du marché action. Et puis vous avez également celui qui veut travailler une allocation très défensive avec une garantie au capital de 100%, ça devient difficile. De 90%, c'est des choses qu'on est encore en capacité de faire. Travaillant un sous-jacent, une allocation d'OPCVM. On a travaillé par exemple un indice d'allocation d'OPCVM qui nous permettrait d'avoir une allocation diversifiée avec une garantie, donc vraiment associer ces deux mondes-là. Et donc finalement, c'est là-dessus qu'on va s'inscrire, c'est en fonction du cahier des charges du client, quelle rentabilité il souhaite espérer, quel niveau de risque, le rappeler le risque finalement associé à son niveau de rentabilité, parce qu'il y a des clients qui souhaitent du 10% avec pas de risque, donc ça, on sait aussi dire qu'il ne faut pas y aller. Effectivement à la stratégie de chacun au niveau du produit. Merci beaucoup Jérémy Sayadat de nous avoir détaillé ces produits structurés dans la dizaine de minutes imparties. Je rappelle que vous êtes Managing Director chez Kepler Chevreux. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.